Bonjour à tous, je suis super heureux d'être là ce soir pour vous parler de comment devenir full stack avec TypeScript. C'est la première fois que je parle ici, mais c'est pas mon premier talk. À la base, j'avais 20 minutes, mais j'ai un peu plus longtemps. Donc ça tombe bien, comme de toute façon, ma presse était un peu plus longue. Donc ce soir, on va parler de comment devenir full stack avec TypeScript. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Esteban, je suis développeur web développeur web full stack chez MySpace. MySpace, c'est une entreprise qui développe des lanceurs spatiaux légers, partiellement réutilisables. En gros, on lance des roquettes dans l'espace. Et je fais pas mal d'open source et je gravite autour de divers environnements. C'est bien, c'est super parce que on voit rien du tout. C'est pas du tout les bonnes couleurs. Ah ouais, c'est carrément bizarre. C'est hyper bizarre. Ah. Bon. Vous voyez, c'est les bonnes couleurs. Donc, vous voyez pas beaucoup mieux, mais c'est les bonnes couleurs. Donc, du coup, je vous disais que je fais pas mal d'open source et je gravite autour de divers écosystèmes comme celui de Vite, celui de Vue, celui d'Node.js, qui sont les petits modules utilisés par Next et développés par en partie l'équipe de Next, autour de l'écosystème de Next et de Laravel. Et quand j'ai le temps, c'est-à-dire pas souvent, j'écris des articles sur mon blog où je réponds à des questions auxquelles je me suis toujours posé et auxquelles je ne trouve pas la réponse sur Internet. Et notamment, comment rentrer dans le développement web quand on n'y est pas forcément, qu'on soit en reconversion ou qu'on vienne d'ailleurs. Comment démarrer parfaitement un projet Next et plein d'autres. Ce qui me permet, c'est cool parce qu'on ne voit rien, mais là, normalement, il y a mes réseaux sociaux et mon site internet. Donc, mon site internet, c'est soubiran.dev, comme mon nom de famille, et après, vous me trouverez sur les réseaux sociaux et sur GitHub, c'est écrit là, où c'est Barbapapaz. Mais sinon, vous tapez mon nom sur Google et vous me trouverez. Avant de commencer, d'aller plus loin, moi, j'ai envie de voir un petit peu à qui j'ai affaire ce soir. Donc, vous pouvez sortir votre téléphone, scanner le QR code, si ça marche. Sinon, vous pouvez taper directement l'URL dans votre navigateur et répondre à la question, et ça permettra de voir et d'adapter potentiellement le talk en fonction de qui vous êtes. Ok, donc ce soir, vous êtes une plus grande majorité full stack, mais on voit quand même qu'il y a 40% à peu près qui sont front-end, back-end. Ce qui est cool et ce qui nous permet de passer à la question suivante. Toujours avec votre téléphone, quand vous faites du back-end, que ce soit professionnellement ou dans votre temps libre, quel langage vous utilisez? Vous pouvez normalement choisir plusieurs si jamais vous faites du back-end avec plusieurs langages. C'est bien parce qu'on voit bien qu'on a un meetup TypeScript. Les gens font du TypeScript. Le C++, personne. Ça tente personne Donc, vous faites principalement du back-end et du back-end avec du JavaScript ou du TypeScript, ou même peut-être les deux. Et
c'est cool parce que du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment entrer dans le sujet. Donc, quand vous avez commencé le développement web il y a potentiellement quelques années ou récemment, ça dépend pour qui, il y a de fortes chances que vous ayez commencé par apprendre l'HTML. Alors là, vous dites qu'est-ce qui me parle d'HTML, vous allez voir, petit à petit, on va y arriver. Encore une fois, c'est chouette parce qu'on ne voit vraiment rien. Oui, moi, je ne peux pas éteindre la lumière. Tant pis. Ensuite, une fois que vous avez appris l'HTML, vous avez peut-être eu envie de mettre un peu plus de style sur vos slides pour les rendre un peu plus jolies, attractives. Donc, vous avez appris le CSS. Et puis ensuite, vous avez dit, bah, c'est bien le CSS, mais quand je me fais mon application en version mobile, il y a des gens qui ont dit non sur le CSS, moi j'aime bien. Quand vous faites votre site en version mobile, vous aimeriez bien pouvoir ouvrir votre menu. Et le faire avec un peu de JavaScript, c'est quand même plus sympa. Et puis même de manière générale, ça permet de rajouter des interactions qui sont quand même agréables. Et une fois que vous êtes arrivé là, vous vous êtes dit, bah, c'est chouette, mais moi, on m'a parlé de framework front-end pour développer des applications. Bah, pourquoi je n'irais pas carrément voir ces différents frameworks pour faire des vraies applications clients, des vraies applications plus interactives sur lesquelles les gens vont pouvoir faire plus de choses et qui potentiellement me faciliteraient la vie. Donc, vous vous êtes tourné vers des frameworks comme React, Vue, Angular, Svelte et j'en passe pour vous permettre de développer vos interfaces. Une fois que vous avez appris ces frameworks-là, vous avez sûrement entendu parler des méta-frameworks front-end. Et là, vous vous êtes dit, bah, c'est génial. Ou alors, on vous a dit, bah, regarde, c'est génial. Tu vas pouvoir faire ton front-end et ça va être encore plus simple parce que ça te met à disposition plein de choses qui te permettent de te faciliter la vie. Donc, vous avez commencé à apprendre ces méta-frameworks front-end qui sont Next et Astro et d'autres. Mais je n'avais pas tous les mettre. Une fois que vous êtes arrivé là, vous vous êtes dit, ben, c'est cool, je fais du front-end. Mais dans le monde, il n'y a pas que le front-end, il y a aussi le back-end. Et ça, c'est quand même vachement pratique, le back-end, pour vous permettre... Ah oui, on ne voit vraiment rien. C'est ça, vous allez devoir imaginer un peu les choses. Vous n'avez pas prévu qu'il y ait autant de lumière. Mais là, vous avez un carré bleu. Là, il y a écrit front-end. Et là, il y a un carré rouge. Il y a écrit back-end. Donc, dans le monde, il y a le front-end et le back-end. Et le back-end, c'est quand même vachement pratique parce que ça vous permet de stocker des données sur votre serveur et de créer des applications vachement plus intéressantes que quand vous avez juste votre client. Vous ne faites pas grand-chose avec simplement du front-end. Et donc, vous avez appris vos frameworks front-end, juste là, qui, eux, sont front-end, c'est dans le nom. Puis ensuite, vous avez découvert les méta-frameworks front-end, qui, eux, sont un peu entre les deux, qui vous permettent de faire du front-end et qui vous permettent un peu de faire du back-end avec la possibilité de créer quelques API côté serveur, mais souvent, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas plus loin que des API assez simples qui vous permettent potentiellement d'interagir avec une base de données, un cache, mais derrière, quand il s'agit de tester ou créer quelque chose de très robuste ou de beaucoup plus gros, ça devient très vite très complexe. Et donc, on vous a vendu cette solution-là comme étant la possibilité de devenir full stack. Bah, peut-être pas. Et enfin, vous avez les frameworks back-end vraiment uniquement côté serveur, que sont... c'est vrai, très bien, que sont Express, Fastify, Nest et Adonis. Nous, ce qui va nous intéresser ce soir, puisqu'on veut devenir full stack en TypeScript, ce n'est pas les frameworks front-end, ça ne va pas beaucoup nous aider. Ce n'est pas non plus les méta-frameworks front-end qui font un peu de back-end, certes, mais pas suffisamment pour nous permettre vraiment de devenir back-end. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ces quatre-là. OK. Maintenant qu'on a ces quatre-là en tête, on va se poser la question un petit peu plus de à quel point ils nous facilitent la vie. Donc, on va parler de high scope et de low scope. Les frameworks high scope, c'est ceux qui vont vous permettre, qui vont vous abstraire énormément de complexité pour vous permettre d'être productif le plus rapidement possible et de directement écrire du code métier. Et les low scope, c'est ceux qui vont plutôt vous permettre de rentrer dans leurs entrailles, de les modifier, mais qui vont vous obliger du coup, en conséquence, de faire beaucoup de choses à la main avant de commencer à écrire du code métier. Donc là, vous avez pareil, les deux mêmes rectangles, le bleu et le rouge. Simplement, là, il y a écrit high scope et là, il y a écrit low scope. J'aurais pu faire une présentation sans slide, ça aurait été vraiment la même chose.
En termes de framework low scope, donc on va retrouver Express et Fastify. On voit d'ailleurs qu'ils ne sont pas au bord du low scope. Tout simplement, on les retrouve ici parce que c'est des routeurs. C'est-à-dire qu'ils vont binder une requête, un verbe HTTP avec une URL à une fonction. Ça ne va pas plus loin. Vous avez ensuite Nest, qui lui est construit sur Express ou Fastify, qui vous offre un pseudo-injecteur de dépendance et une architecture à l'Angular, avec plus d'inconvénients que d'avantages, mais c'est mon avis. On peut en discuter. Et qui, vous voyez, vous offre un petit peu, là c'est bleu, voilà, je vous le dis. Donc un petit peu de high scope, donc ça va vous permettre d'aller un petit peu plus vite dans l'écriture de votre code métier, mais pas non plus énormément. Et vous avez ensuite Adonis, qui lui fait toute la palette, du low scope jusqu'au high scope, et qui vous permet d'écrire du code métier jour 1, d'être productif dès la première minute, dès le moment où vous avez récupéré le starter, et qui vous permet d'entrer dans ces entrailles pour vraiment le modifier, le faire correspondre exactement à votre besoin si nécessaire. D'ailleurs, on voit même qu'il est encore plus dans le low scope que Express et Fastify. Donc maintenant qu'on a vu que pour devenir full stack en TypeScript, il ne nous fallait pas un framework front-end, et qu'en plus de ça, on avait la possibilité d'avoir un framework qui nous permette d'être productif jour 1 tout en ayant la possibilité de le customiser, et que ce framework s'appelle Adonis, bah, je crois que c'est tout trouvé. Pour devenir full stack en TypeScript, bah, on va utiliser Adonis. Mais comme je suis sympa, le talk ne s'arrête pas là et on va un peu plus découvrir ce que c'est que Adonis, puisque je pourrais simplement vous laisser avec Adonis et on irait manger des pizzas. C'est un programme qui est pas mal, mais c'est pas ce qu'on va faire. Donc Adonis, c'est quoi? C'est un framework qui existe depuis un framework back-end du coup, qui existe depuis 2015 et dont la version 6 a été release l'année dernière en janvier et a été entièrement réécrit en TypeScript. Du coup, c'est cool, on est dans le sujet. C'est un framework qui est dit fully featured, donc qui a tout un tas de fonctionnalités qui sont construites à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'installer des dépendances externes, vous n'avez pas besoin de faire du bricolage entre différents paquets sur NPM, vous n'avez pas besoin de créer une stack Frankenstein qui serait différente en fonction des entreprises, des milieux pro, perso. Là, vous avez toujours le même environnement et il vous offre donc tout ça et plus encore. Donc notamment un ORM lucide, une gestion de l'authentification, une gestion de l'autorisation, des fichiers téléchargés par le client, un limiteur pour éviter de payer un SaaS, de l'internationalisation, du cache, du HMR côté serveur. Parce que le HMR côté serveur, ça parle à tout le monde. Le HMR, ça devrait parler à tout le monde côté client. Alors, le HMR, c'est Hot Module Replacement. Ce qui veut dire que quand tu es dans ton navigateur, que tu travailles avec Vite, par exemple, tu vas avoir quand tu modifies un fichier et que tu le sauvegardes sur ton disque, automatiquement, ça va être reflété dans ton navigateur parce que tu vas avoir Vite qui va en gros dire « Ah bah ce fichier-là, il est plus bon, recharge-le ». Et donc, ça met à jour ton application. Ça, en back-end, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, c'est possible, ce qui évite de recharger toute l'application. Donc, on passe d'un temps de chargement de quelques secondes à quelques dizaines de millisecondes. Vous avez la possibilité d'interagir avec, évidemment, des mails, hein, comme tout back-end qui se respecte, et vous avez le choix dans votre stack front-end, puisque vous pouvez utiliser vite Inertia, qui est le protocole entre un framework front-end et le back-end, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là, ou Twilio pour faire de la type safety entre votre client et votre serveur en inférant automatiquement les retours de vos contrôleurs. Et un framework de test aussi, parce que ceux-là, on les néglige souvent quand on choisit sa stack, mais quand on ne peut pas tester, ben, c'est moins bien. Après, tout le monde ne teste pas. Ah ouais. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu plus ce qu'était Adonis et que c'était Adonis qu'on a utilisé pour devenir full stack en TypeScript, on va un petit peu plus rentrer dans le OK, concrètement, à quoi ça ressemble d'écrire du code avec Adonis.
Donc, les slides que je vais vous présenter là, qui vont suivre, c'est des slides où il va y avoir du code. Mais c'est du code que vous pouvez copier-coller, mettre dans votre application et ça marche. Dans le sens où il n'y a pas de fichier caché, il n'y a pas un truc de 3000 lignes caché derrière pour vous faire croire que c'est tout beau, c'est court. Non, vraiment, le code qui est écrit là, c'est le code que vous pouvez copier-coller, trouver dans votre application. Il n'y a pas de code en plus que ce que je vais vous montrer. Et on va voir ensemble des cas d'usage qui sont soit récurrents, soit dont ont besoin toutes les applications. Alors, la première chose qu'on va faire dans son application, vous arrivez tous à lire? Il y a 5 lignes, c'est ça? Ouais, il y a 5 lignes. C'est moche, mais au moins vous voyez. Du coup, la première chose que vous voulez faire dans votre application, c'est définir les routes. Donc, c'est dire, ben voilà, tel verbe HTTP est branché sur telle URL avec tel contrôleur et telle fonction dans le contrôleur. Comme on est en TypeScript, et on est sur un meetup TypeScript, donc on va parler un peu de type, la fonction ici, la string qui est là, elle est inférée à partir des fonctions du contrôleur. Donc, si la fonction n'existe pas, TypeScript vous râle. Il vous dit, c'est pas possible. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. On définit nos routes. La deuxième chose qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va se créer un contrôleur. Pour ça, c'est hyper simple. On a Ace qui est le CLI d'Adonis qui vous permet de faire plein de choses, notamment créer des fichiers comme celui-là. Donc, on lance une petite commande et hop, on a directement notre contrôleur. Et vous voyez, on retrouve bien le nom des fonctions qu'on avait définies dans les chaînes de caractères juste avant sur la définition de route. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir un modèle. Donc, c'est une représentation en TypeScript des éléments dans notre base de données. Donc, pour ça, on utilise l'ORM Lucid. Ce qui est cool, c'est qu'avec Adonis, vous utilisez l'ORM ou l'outil pour interagir avec votre base de données que vous voulez. Là, on utilise Lucid, mais vous pourriez utiliser Kaiserly pour faire ça, qui n'est pas un ORM, mais qui vous permet d'avoir des retours beaucoup plus typés. Donc là, on définit notre modèle dans lequel on va, donc on a un modèle qui est un post, dans lequel on va avoir notre ID, notre titre et notre contenu. Ensuite, on va vouloir définir un validateur, puisqu'on ne veut pas que nos utilisateurs mettent n'importe quoi dans notre base de données. Et donc, pareil, hein, ça, on le fait à partir du CLI. Et on voit qu'on définit un validateur avec Vine. Vine, qui est un outil qui est développé par la team Adonis, qui est built-in dans le framework, mais vous pouvez utiliser sur tous vos projets. Alors, la grande question qui pourrait venir, c'est quelle différence entre Vine et Zod, ou ses copains. La grande différence, c'est que Vine, il est fait pour traiter des payloads qui viennent d'une requête HTTP et non de traiter des types JavaScript. Alors, vous allez me dire, cool, mais quelle différence? En fait, la différence, c'est que quand vous recevez une payload HTTP, vous avez des nuances qui doivent être faites, notamment sur est-ce que un champ vide, c'est un champ avec une chaîne de caractères nuls, un champ undefined ou un champ qui n'existe pas. Est-ce que votre checkbox, parce que votre checkbox, elle peut être true, false, on ou off. Et donc ça, il faut pouvoir l'inférer de la bonne manière. Et donc ça, Vine le fait automatiquement. Si vous allez sur la documentation, vine.js.dev, je pense, vous avez toute une page qui vous explique la différence. C'est super intéressant à lire. Et vous pourriez aussi du coup découvrir pourquoi utiliser Zod pour valider vos payloads HTTP, ce n'est pas une bonne idée. À bon entendeur. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout mettre ensemble. Donc, on va vouloir mettre dans notre post, dans notre fonction index, donc celle qui va nous renvoyer tous nos posts, on va vouloir le paginer en récupérant depuis la requête la query page avec un par défaut sur 1. Évidemment, on a un deuxième paramètre qui est la limite, mais qui par défaut est à 10. On renvoie tous nos posts en utilisant l'ORM. Sur la méthode store pour stocker notre post, c'est assez simple. On récupère notre requête et on la valide avec notre validateur. Et ensuite, on crée notre post. Et sur la méthode show, on essaye de récupérer à partir du paramètre qu'on avait dans l'URL. Paramètre qu'on avait dans l'URL juste ici, qu'on peut du coup récupérer dans le params de l'HTTP context. Oula, trop loin. Juste là, qu'on peut récupérer dans les paramètres de l'HTTP context et renvoyer l'élément. Là, on est typiquement sur un cas de création d'une API qui nous renvoie du JSON.
Et il n'y a pas plus que ces 15 lignes-là. Il n'y a pas de code caché. Pour ceux qui utilisent des frameworks, ou routeurs comme Express, Fastify ou Nest, normalement, ça vous change un peu de ce que vous avez l'habitude. Ensuite, le cas hyper concret qu'on a à faire tous les jours, c'est la gestion de l'authentification. Comment on authentifie un utilisateur? Ça, c'est la base dans à peu près toutes les applications. Si vous ne pouvez pas savoir qui est qui, ça devient très difficile de mettre des données sur une personne et donc de faire des projets, encore une fois, intéressants. Et donc là, avec Adonis, ce qui est cool, c'est que c'est pareil dans le framework. Donc ça tient en 4 lignes. Hein. La première ligne, c'est on récupère l'email et le password. La deuxième, c'est on vérifie les credentials. Donc là, ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va regarder, OK, est-ce que l'email est dans ma table d'utilisateur et est-ce que le password match, le tout, et la gestion de la vérification du password de manière intelligente pour éviter les attaques par timing. En gros, ça vous sécurise votre application. Et ensuite, ça va vous authentifier votre utilisateur. Ça vous redirige ailleurs. Enfin, après, vous faites votre tambouille, vous faites ce que vous voulez. Donc là, en 4 lignes, 3 même, si on ne compte pas le redirect, vous avez authentifié votre utilisateur. Ensuite, le deuxième truc qu'on aime bien faire, c'est authentifier ses utilisateurs, mais avec un provider externe. Par exemple, GitHub, Google ou plein d'autres. Ce qu'on va là pouvoir faire, pareil, ça tient en quelques lignes. La première chose, c'est on définit une route. Donc ici, GitHub Redirect, puisqu'on va essayer d'authentifier nos utilisateurs avec GitHub. On définit notre route et on redirige l'utilisateur vers la bonne URL. Ce qui est cool, c'est qu'on a un provider qui nous redirige, qui nous crée l'URL de redirection automatiquement. Et ensuite, quand l'utilisateur est redirigé sur la route de callback, on peut récupérer notre provider GitHub, faire tout un tas de gestion d'erreurs et récupérer l'utilisateur. Donc là, en 3 lignes, hop là, les 3 lignes là, les deux là et celle-là, vous allez pouvoir authentifier vos utilisateurs à partir d'un provider externe. Et à partir du moment où vous arrivez là, vous pourrez très bien retomber sur ce qu'on a fait dans la slide d'avant, sur la dernière ligne, juste là, pour authentifier votre utilisateur avec le système de votre application. Donc en 4 lignes, vous pouvez authentifier vos utilisateurs à partir d'un service externe. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Et donc, vous pouvez, dès que vous avez votre starter, mettre en place ça. En 10 minutes, vous avez de l'authentification fonctionnelle. Ce qui est vraiment rapide. Ensuite, ce que vous allez vouloir faire potentiellement, c'est avoir des politiques d'accès sur vos différents contrôleurs, notamment parce que tous les utilisateurs, effectivement, pourraient créer un poste. En revanche, uniquement l'utilisateur qui est l'auteur du poste, donc c'est ce qu'on voit ici, hein, est-ce que l'ID de l'utilisateur est bien le user ID du poste? Donc est-ce que c'est bien l'auteur? Est-ce que et donc uniquement l'auteur du poste pourrait modifier le poste? Donc pour faire ça, donc on définit une politique comme juste avant, et après on utilise donc le bouncer, juste ici, qui est dans le contexte HTTP, dans lequel vous dites avec la post policy, vous autorisez. Si vous autorisez, juste ça passe, c'est pas de problème. Si vous autorisez pas, ça sera une erreur et évidemment, ça passe pas. Et ce qui est cool aussi, c'est que la fonction qui est là, elle est inférée à partir de ce truc-là. Donc vous êtes sûr d'avoir une string qui existe, puisque sinon ça pourrait avoir une fausse string, pas d'appel et ça passerait quand même. Donc là, vous n'avez pas de problème, tout est typé entièrement. Et là, pour les postes, c'est pareil, on récupère le poste et on l'ajoute ici en deuxième paramètre, en sachant que, pareil, tous les paramètres qui vont après sont inférés à partir de la méthode et des arguments de la méthode. C'est-à-dire qu'ici, on dit qu'on veut un poste en plus. Donc là, on ne dit rien. Là, on dit qu'on veut un poste. Donc automatiquement, là, TypeScript va savoir qu'il veut un poste. C'est inféré. Donc ça, c'est toute la partie authentification, autorisation. Et vous voyez, en 20, 30, 40 lignes, c'est tout géré. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est tester son application. Ça, c'est faisable dès le début. Vous prenez le starter, vous pouvez directement commencer à écrire des tests. Il n'y a rien besoin de faire. Tout est dans le framework grâce à Japa. Japa, c'est un outil pareil développé par la team Adonis comme Vine et qui est utilisable sur n'importe quel de vos projets. Alors, la question qui pourrait arriver, c'est quelle différence entre Japa et Vitest?
et ben, vous viendrez me voir. Ce qu'on va vouloir faire là dans notre test, c'est un truc assez classique. C'est on crée un poste dans notre base de données et ensuite on fait une requête avec le client sur la route poste et on vérifie qu'on a bien le bon retour. Ni plus ni moins. Hyper simple, mais c'est déjà dans le framework. Pas besoin de faire plus complexe. Là, on va rentrer dans un truc un peu plus technique. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas très grave. Si ça vous parle, vous allez bien aimer. Donc, on peut créer des contrats. Donc là, dans le cas de TypeScript, on va créer une classe abstraite qui s'appelle Repository Service. On crée une classe abstraite parce que les types disparaissent au runtime. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. À partir de cette classe abstraite, on peut créer un GitHub Repository Service qui va du coup évidemment avoir les mêmes méthodes puisqu'il implémente le Repository Service. Et ce qui est chouette, c'est qu'à partir de ce contrat, on pourrait aussi créer un GitLab Repository Service. Et en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est de l'injection de dépendances, puisque Adonis a un injecteur de dépendances et une gestion de l'injection avec son conteneur qui est très poussée et qui vous permet de faire beaucoup de choses. Vous allez pouvoir donc créer un contrat, créer un service et injecter votre service dans le conteneur. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'on va récupérer notre service au moment où notre application démarre, on récupère le service dont on a besoin, le GitHub Repository Service, et on va l'injecter sous le nom de Repository Service. C'est pour ça qu'on a besoin d'une classe abstraite, pas d'un type, puisque sinon le type disparaît et vous avez juste rien. Ce qui est chouette avec cette méthode-là, c'est que du coup, vous avez dans votre... vous faites de l'injection de dépendance. Je ne vais pas vous expliquer toute l'injection de dépendance, on peut en parler après si vous voulez, mais ce que ça va vous permettre, c'est que du coup, vous allez pouvoir accéder à votre config dans l'intermédiaire de la création de votre objet. Et donc, par exemple, récupérer votre token d'accès à GitHub. En sachant que là, je vous ai fait un singleton, mais vous pouvez faire un objet plus traditionnel qui serait fait à chaque fois. Serait résolvé à chaque fois par un nouvel objet. Et donc, cette injection de dépendance, là où elle devient très intéressante, c'est donc pour swapper des dépendances si vous avez besoin de passer de GitHub à GitLab ou avec un builder pattern, d'utiliser l'un ou l'autre en fonction de l'utilisateur. Mais là où ça devient aussi très intéressant et très puissant, c'est dans le cas de test, puisqu'on peut très bien créer un fake repository service qui implémente notre repository service, qui envoie des fausses données pour éviter d'aller taper sur GitHub, et donc éviter de se faire bannir de l'API, par exemple, à chaque fois que vos tests tournent. Vous pouvez swapper votre dépendance au début de votre test, et ensuite vous faites votre test, et vous vérifiez que tout fonctionne, que votre retour est bien la même chose qu'il y a dans votre fake service. Ça, c'est permis par l'injection de dépendance. Mais bon, si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas très grave. Si ça vous a parlé, normalement, vous avez bien aimé. Et là, je ne sais plus de quoi on parle. Ah ouais, si. Il y a un autre truc qui est cool avec Adonis, c'est que par défaut, vous avez une structure MVC classique, donc modèle vue contrôleur, qui ressemble à ça. Oh, waouh. Dans lequel, ah oui, je pense que c'est le même écran. Dans lequel vous allez avoir donc vos contrôleurs, vous allez avoir vos modèles, donc ici user model, et enfin dans lequel vous allez avoir vos vues. Hop là. Donc là, vous avez vos vues. Mais ce qui est cool avec Adonis, c'est qu'en réalité, vous pouvez choisir l'architecture de fichiers que vous voulez, parce que vous pourriez aussi très bien choisir de faire une architecture non pas avec des fichiers par type, mais avec des fichiers par feature, dans lequel vous allez avoir une feature user, une feature post et tout ce que vous voulez pour y avoir dans votre application, avec dedans une architecture par type. Donc par feature et ensuite par type. Si on ouvre le user, vous allez tomber dans la même chose que ce qu'on avait là-bas, mais vous l'avez déjà pré-trié par type. Et évidemment, comme vous avez un injecteur de dépendance ultra puissant, vous pouvez aussi faire de l'architecture hexagonale. De manière hyper simple. Et ensuite, si vous voulez apprendre... Ah, c'est vraiment pas beau. Hop là. Et ce qui est hyper cool, c'est qu'avec Adonis, vous avez aussi un super site qui s'appelle Adocast, qui vous permet d'apprendre Adonis super simplement. Et notamment, vous avez une série qui s'appelle Apprendre Adonis 6, dans laquelle il y a 113 vidéos pour 14 heures de vidéo. Donc, normalement, vous avez de quoi faire pour apprendre Adonis. Si je vous ai convaincu ce soir. Alors, Adocast est payant, mais la plupart des séries sont gratuites. Et je crois que celle-là est gratuite.
Et puis, même si c'est payant, c'est pas très cher de mémoire. C'est adocast.com. Il y a le lien là, et j'en profite. Toutes mes slides seront disponibles sur mon site. Donc, si vous voulez récupérer le lien ou aller voir les exemples de code, vous pourrez sans problème. Et donc, pour savoir si je vous ai convaincu, vous pouvez répondre avec le QR code. Comment? Alors, le front-end, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Parce que là, l'idée, j'avais que 20 minutes et l'idée, c'était de vous présenter comment devenir full stack. Et le front-end, j'imagine que vous maîtrisez à peu près tous. Mais ce qui est bien, il y en a qui n'auront pas le droit de manger. Ce qui est bien avec Adonis, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser de la manière que vous voulez. Vous pouvez très bien créer une API qui vous enverrait du JSON avec votre front-end, avec votre framework front-end, votre meta-framework front-end qui récupérerait vos informations depuis l'API. Vous créez une application mobile qui récupérerait les infos depuis l'API. Vous pouvez très bien utiliser ça avec Twilio, donc, qui vous permettrait de faire des requêtes depuis l'API si vous êtes dans un monorepo, de faire des requêtes sur l'API depuis un front-end quelconque, que ce soit avec un framework front-end ou pas. Et vous pouvez aussi l'utiliser avec Inertia pour vous permettre de simplifier votre développement global en utilisant un framework front-end tout en ayant la simplicité du back-end, puisque Inertia te permet d'utiliser ton routeur back-end sans avoir un routeur front-end. Et globalement, ça te simplifie tout. Donc en fait, en front-end, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de tu fais ce que tu veux. C'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé. Alors, Adonis a effectivement son moteur de rendu qui s'appelle Edge, qui est un moteur de template avec les doubles moustaches et qui est un truc classique qui vous permet de rendre votre page côté serveur. Juste un mini F et backend à 90%. C'est pas très full stack. Bah, c'est full stack parce que tu maîtrises déjà le front-end. Donc maintenant, tu as le back-end. Donc globalement, c'est cool, vous avez tous envie d'essayer. Et donc, si vous êtes intéressé ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir la documentation, apprendre avec adocast.com ou rejoindre leur communauté sur Discord. Merci.